Bonsoir, merci d'être là, en tout cas pour Chloé. Mais tout le monde ne te connaît pas forcément, et d'autant plus que là on est filmé et tu vas être sur YouTube TV Mountain et sur notre site. Ouais. Et donc les gens seront contents de te découvrir. Donc Chloé Lantier qui vient pour la parution d'un livre chez nous. Donc c'est pas ton premier livre, c'est ton deuxième livre. Le premier tu l'as sorti il y a 3 ans, donc tu disais. C'était février 2020. Et le titre c'était Les clés pour performer sans se blesser. Et ma rédactrice est juste là, de mon premier livre. Mais moi je vais lire juste, parce que t'as un long cursus, donc je vais lire ta présentation, comme ça les gens sauront qui tu es, puis il y a peut-être des gens qui vont découvrir des choses qu'ils ne savent pas de toi. Chloé Lantier est diplômée d'une maîtrise en biomécanique et performance humaine de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver et d'un bachelor en sciences et en physiologie de l'exercice de l'Université de Montréal. Avec plus de 30 ans d'expérience, elle exerce aujourd'hui en tant que consultante en biomécanique et performance humaine auprès des cliniques d'orthopédie sportive et de performance, d'équipes professionnelles et d'athlètes de tous les niveaux ou encore lors d'événements sportifs. Elle travaille entre autres avec le PSG et le programme spatial de la NASA. Athlète accomplie, elle a réalisé plus de 40 podiums en trail, championne du monde de 24 heures de VTT en 1999, passionnée de ski de rando et de skating. Elle a également bouclé les 560 km et 1600 km, alors comment tu dis ça, de l'Iditarod Trail en Alaska. Donc ça c'est une course avec des chiens de traîneau, c'est ça? Mais moi je l'ai fait en vélo, avec des chiens de traîneau. Ah ouais, en vélo, ok. Elle a le statut d'entraîneur professionnel certifié. Engagée dans la vie locale, elle dirige à Chamonix Mountain Endurance Academy et le Chamonix Mountain Running Festival. Donc tu es canadienne, tu vis à Chamonix depuis combien de temps? Moi je suis à Chamonix à temps plein, ça fait 8 ans, je crois, 2014. Mais avant ça, j'étais entre ici et l'Amérique du Nord. Je travaillais à Genève, à l'école de médecine. Puis je passais tout mon temps ici à m'entraîner ou à faire des compètes. Je sens que je suis ici depuis 15-20 ans. Ouais. Super. Et donc tu viens de nous sortir ce livre qui s'appelle Sans limite. Ça a été dur de trouver un titre? Ah oui. Ah oui, c'est jamais facile un titre. Tu as une bonne idée, mais tu peux prendre vite. Tu sais, les titres, c'est ça, c'est que au niveau des maisons d'édition, ils veulent un titre qui se vend bien, ça fait du sens. Moi, j'ai ma propre idée, mais c'est pas nécessairement, c'est vraiment Puis c'est difficile de trouver un titre qui définit vraiment mon matériel, puis ça, c'est important pour moi. Mais à la fin, je crois qu'on a le meilleur. Mais il y a un sous-titre, c'est comprendre le cerveau de l'athlète d'endurance pour être plus performant. Ouais. Donc en fait, tu t'adresses plus au cerveau qu'aux muscles dans ce livre. Hello, come on in. Installez-vous, il y a des places là. Mais ce que je fais dans le livre, c'est que j'explique comment, souvent on pense que les muscles, toutes nos limites sont physiques, c'est musculaire, on a du lactate, c'est ça la fatigue, mais dans le fond, tout est relié au cerveau. Donc les muscles, la fatigue que vous ressentez, c'est une fatigue du cerveau et non musculaire. Et c'est ce que j'explique dans le livre en entier, comment le cerveau joue un rôle très important dans vos pratiques sportive, que vous fassiez de la compétition, qu'on marche, que vous partez pour une grande marche, que vous sentez un effort, que vous sentez la fatigue. Tout est relié avec le cerveau. On devrait apprendre ces choses-là à l'école, mais fait que j'ai décidé d'écrire un livre sur ça. Et alors, dans ton livre, en fait, tu parles beaucoup du mindset. Ouais. Du mindset. Qu'est-ce que on peut le traduire comment en français? Mais la grosse chose, c'est ça, c'est que, tu sais, en ce moment, l'entraînement mental, c'est... je dois me mettre debout. Vous savez, moi, je ne peux pas parler assise. T'es une femme d'action, toi. Aïe, non, mais c'est vrai, j'ai toujours été comme ça. Hi, Seb. En ce moment, l'entraînement mental est très à la mode. Puis l'entraînement mental, en sport, c'est un développement. Fait que moi, je vois le mindset. Tu sais, quand on fait une compétition, on part courir, on peut avoir 10 différents états d'esprit en 1 heure. Vous êtes d'accord? Quand on peut se sentir fatigué, se sentir bien, on peut se sentir passionné, on peut se mettre en doute. Fait que ça, c'est le mindset. Le mindset, c'est notre état d'esprit du présent en sport. Mais on met tellement d'emphase sur la force mentale
qu'on oublie que le mental, c'est un développement en sport. C'est pas être faible ou être fort. Fait que la raison pourquoi je me sers beaucoup de mindset, premièrement, j'aime mieux le mot mindset que état d'esprit. Fait qu'ils m'ont permis de servir de beaucoup d'anglicisme, donc je suis très heureuse. Mais le mindset, c'est ça, c'est notre état d'esprit présent. Et dans l'état d'esprit, il y a beaucoup de choses en fait. Oui, parce que l'état d'esprit, comme pensez, combien d'entre vous ont déjà fait une compétition? Vous faites aller comme ça, hein? Personne ne veut la main. Vous avez tous fait des compétitions, oui. Comme ça. Vous pouvez être en doute, vous pouvez être découragé, vous dépassez quelqu'un, vous vous sentez super bien, vous arrivez au point de contrôle, vous vous sentez comme un héros, vous partez du point de contrôle, vous êtes découragé. Ça, c'est tous des mindsets différents. Donc, c'est quoi ta question encore? Non, c'était tout ce que ça voulait dire, mind, tout ce que ça regroupait en fait. C'est l'état présent, ce que vous... Tu sais, quand vous allez vous entraîner les prochains jours, ce que vous pensez au moment présent, ça, c'est votre mindset du présent. Puis, dans le livre, ce que j'explique, c'est qu'on entraîne le mindset parallèle au physique. Donc, on ne peut pas différencier, on ne peut pas dissocier le physique du mental. Mais le mental, ce n'est pas un entraînement, c'est un développement. Tu sais, le développement mental, des fois, on peut se sentir mieux, des fois, on se sent moins bien. Et ça, ça dépend de vos types d'entraînement. Et on travaille le mindset à l'entraînement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on s'assoit dans une chaise d'un psychologue, c'est quelque chose vraiment qu'on fait à l'entraînement, que j'explique dans le livre. Oui, voilà, là, au début, tu écris « Mon approche est dimensionnelle car nous sommes des individus complexes avec de très grandes capacités. Nous ne pouvons pas compartimenter physiologie et mentale, effort et perception, pensée et mindset, et cerveau et muscles. Il est aujourd'hui scientifiquement admis que le corps a un potentiel illimité, mais il est difficile de le croire lorsque nous constatons le taux élevé de blessures chez les sportifs et le nombre d'abandons dans les courses de longue distance. De mon point de vue, les méthodologies de l'entraînement qui font référence sont incomplètes car elles ne prennent pas en compte l'individu dans sa globalité et notamment le cerveau, cet organe où précisément notre potentiel trouve sa source mais également où nous créons nos limites. Nous faisons beaucoup cas de la force mentale dans le sport, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Le mental n'est pas comme un muscle, il ne suffit pas de quelques répétitions et de séries de biceps pendant 3 semaines pour devenir plus fort mentalement. Le mental est une évolution perpétuelle, on doit l'entraîner comme le cardio pour des résultats à long terme. L'entraînement participe à développer la physiologie du cerveau afin de canaliser un mindset d'endurance. Ouais. Comme juste pour vous donner une image, c'est comme si nous étions un édifice en construction. Mais il n'y a jamais de sommet, il n'y a jamais de sommet. Fait que le mindset, c'est l'ascenseur. Et l'étage que vous allez, excusez-moi, je suis 50-50 anglophone, francophone. Quand je suis fatiguée, mon anglais n'est pas tellement bien. Donc l'étage que vous allez arrêter, ça dépend de vos efforts que vous y mettez. Et les efforts qu'on y met dépendent de nos entraînements et ça dépend énormément de notre mindset également. Donc, on a un niveau, l'édifice, notre gratte-ciel, c'est notre plafond physiologique. Donc, très rarement, des personnes sur Terre se rendent au maximum du plateau physiologique parce que souvent, ce qui nous limite, c'est le mindset. Puis souvent aussi, c'est notre perception, qu'on va en parler, c'est notre perception de l'effort. Donc la réalité, ce que j'explique dans le livre, c'est tout des faits, mais c'est pas des choses qu'on nous enseigne, que les entraîneurs savent nécessairement, ou on est dans une société en ce moment qu'on pousse au niveau de la technologie, mais on ne pousse pas vraiment au niveau du corps humain. Mais rappelez-vous toujours de ça, ce que vous ressentez, c'est des sensations. Et tout dépendant de votre mindset, vous allez vous limiter. Donc, c'est pas qu'on repousse nos limites, c'est que plus vous allez vous pousser à l'entraînement ou à la compétition, vous rapprochez de votre plateau physiologique. Mais on est tellement loin parce qu'on ne sait pas l'entraîner. On ne sait pas entraîner notre mindset et notre physique pour s'y rapprocher. Les champions du monde sont très proches, mais la raison pourquoi il y a toujours des records du monde, c'est qu'ils sont déjà loin. Vous comprenez? Donc, on a toujours un plateau au-dessus de nous qui... Enfin, pour que tout ça fonctionne, il faut quand même de la volonté et du désir et des motivations. Il faut travailler fort. Et quand même des motivations. Ouais. Hein, là, tu parles, prendre de plaisir pendant l'entraînement est un pas vers l'accomplissement. Cela donne du courage et de la détermination.
Cela peut paraître commun, mais si l'entraînement devient une épreuve et la gloire la seule motivation, la passion n'est peut-être pas celle que vous croyez. Prenez le temps d'y réfléchir. Si vous devez consacrer beaucoup de temps à vous entraîner, faites-le de la bonne manière, restez curieux, informez-vous, apprenez de nouvelles techniques, faites des stages, c'est inspirant d'apprendre, ça stimule, ça engendre de l'énergie positive et ça aide à mieux performer. Les choses tournent mal lorsque nous essayons de suivre l'ambition des autres ou que nous les faisons pour des mauvaises raisons. Une excellente façon de rester inspiré est d'aimer profondément et sincèrement ce que vous faites et de savoir pourquoi vous le faites. La formule ci-contre du biathlète français au palmarès impressionnant résume à elle seule ma pensée. Concentrez-vous sur le plaisir, ne vous prenez pas trop au sérieux et cultivez un objectif, travaillez vers ce but et par la suite imaginez d'autres objectifs pour continuer de progresser et garder intacte la flamme qui vous anime. Nous avons tous une force spéciale au fond de nous, elle attend juste que nous soyons inspirés pour l'explorer et l'exprimer. Tout le monde ne fait pas du sport par pure passion, pour certains c'est davantage un besoin physique, presque une dépendance, mais avec une vie équilibrée, le sport est une bonne dépendance s'il ne tourne pas à l'obsession. Si vous êtes incapable de prendre une journée de repos et ressentez toujours le besoin de vous pousser, d'aller plus loin, plus vite, plus intensément, sans que ce ne soit jamais assez, il est nécessaire de vous interroger. À terme, cela produit du stress sur le système nerveux immunitaire, provoquant des blessures récurrentes, voire des troubles immunitaires qui peuvent mettre la longévité d'un sportif en jeu. Donc c'est l'intention qui compte. Ce qui est super important, et la motivation. C'est de savoir pourquoi. C'est pourquoi vous entraînez, pourquoi vous voulez faire un 10 km, pourquoi vous voulez... Si on sait pourquoi, dès le début, c'est une intention. Une intention, c'est ça, c'est de savoir pourquoi je fais ça. Donc quand ça devient très dur, quand vous faites une montée, mais c'est plus facile de vous rappeler, je sais pourquoi je fais ça. La motivation, c'est une action. Donc la motivation, c'est pas un sentiment. Souvent, les gens disent « Ah, je n'étais pas motivée ce matin ». Oui, tu étais motivé, tu es quand même sorti t'entraîner, mais c'est normal, tu as des intentions, tu dois t'entraîner 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, tu dois faire cette compète, mais il faut différencier motivation et intention. Intention, c'est pourquoi je fais ça, et la motivation, c'est une action. La motivation, c'est se lever et de s'entraîner à 6 heures le matin. Comme je vous dis souvent, moi, j'ai pas le goût de me lever le matin, je suis fatiguée, mais c'est pas parce que je suis pas motivée. Le fait que je me lève, ça, c'est une motivation. OK? Donc, est-ce que vous savez vos intentions en une phrase, comme pensez-y? Pourquoi vous entraînez? Parce que la bonne chose de savoir pourquoi, de savoir ses intentions, c'est qu'on a plus de motivation. Certaines personnes, c'est pour perdre du poids, certaines personnes, c'est pour faire un marathon en 3h30, certaines personnes, c'est juste être capable de faire une montée de 1000 mètres, de faire une nouvelle voie, de faire un sommet. Quand on a nos intentions, c'est plus facile de se rendre à nos objectifs. Puis avoir une motivation aussi, c'est plus la motivation est élevée, plus vos intentions sont élevées, plus vous allez vous lever le matin aussi. Si c'est juste pour « Ah, j'aimerais ça faire une descente cet hiver », mais quelle sorte de descente? « Ah, j'aimerais ça faire ce couloir. » Quel couloir? Donc, tu vas commencer à t'entraîner dans un couloir un peu plus facile, plus difficile, mais la motivation, c'est de faire ce couloir-là, cette montée-là, ce 8000 mètres. Et plus votre motivation est précise, avec des intentions, mieux vous allez joindre vos objectifs. Donc, c'est ça que j'essaie de dire dans la première partie. Bon, alors, on est toujours dans les motivations, intentions, mais il y a quand même, au bout d'un moment, ça devient peut-être aussi ça devient trop récurrent, on pense peut-être qu'à ça et on va finir par exploser parce qu'il y a une fatigue du cerveau aussi à un moment donné qui peut survenir. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on perd de vue ce qu'on veut faire, on perd de vue ce qu'on veut accomplir. Puis, il y a toujours des excuses. C'est ça le gros problème aussi. C'est facile de lâcher. Puis plus tard dans le livre, je parle beaucoup au niveau de la routine. La routine, c'est super important et de trouver l'espace, de trouver un flow. Quand on s'entraîne, il faut que nos entraînements fassent partie de notre rythme de vie. Comme aller chercher les enfants à l'école, aller faire le supermarché, se lever, aller travailler. L'entraînement doit faire partie de ce rythme-là. Comme ça devient une habitude, ça devient quotidien, ça devient du rythme de vie. Et quand ça fait partie du rythme de vie, c'est plus facile. C'est plus facile.
Oui, mais tout le monde n'est pas sportif professionnel et vit pas que pour ça. Donc, on a quand même tous un stress à côté dans son travail, dans autre chose. Et c'est là où tu parles de la fatigue du cerveau. Ouais. Tu dis oui, vous savez que l'activité cérébrale augmente votre effort perçu. Si vous partez courir la tête pleine de stress ou après avoir passé des heures à jouer aux jeux vidéo, l'effort musculaire vous semblera plus dur que si vous vous entraînez tôt le matin après une nuit de sommeil réparatrice. Une partie de cerveau, le cortex frontal, est chargée de l'analyse, de la pensée rationnelle et de la logique. C'est la seule partie de vous qui peut penser. C'est votre puissance mentale, ce n'est pas techniquement une structure anatomique mais une fonction. Vous l'utilisez pour réfléchir ou raisonner. C'est le traitement cérébral de la douleur sociale et de l'inconfort émotionnel. Il n'atteint son plein développement qu'après l'âge de 20 ans. Il est responsable de la maîtrise de soi. Il se fatigue comme un muscle ou se travaille comme un coureur de fond. Il s'active avec plus ou moins d'intensité tout au long de la journée en fonction de vos activités et de votre niveau de stress physique et émotionnel. Ça veut dire que les perceptions, en fait, elles changent. Oui, fait que ce que vous ressentez, la fatigue, c'est corrompu par l'effort perçu. Donc, ce que vous ressentez, c'est pas réel. Et ça, c'est... Elle va dire ça à quelqu'un qui a mal partout. Mais la réalité, pensez-y, à la fin de la journée, souvent, on est fatigué. Hein? Tout le monde se sert de « Ah, je suis fatiguée, ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je suis fatiguée le matin, le midi, le soir, le week-end. Tout le monde est fatigué. » Fait qu'on sert du mot « fatigue ». Mais la réalité, c'est que notre effort perçu est corrompu par la fatigue. Oui. Donc, pensez-y, on peut aller faire 3 sorties différentes avec le même rythme, mais notre effort va se sentir différent. Quand je parle des jeux vidéo, ben, premièrement, le cerveau, l'alimentation du cerveau, c'est le glucose. Quand on est très stressé, fatigué, la raison pourquoi, quand vous êtes très stressé, vous avez une confrontation avec quelqu'un, on devient super fatigué physiquement, mais c'est la perception du cerveau, c'est la fatigue du cerveau. Et ce qui se passe aussi quand on sert beaucoup de notre cerveau, quand on travaille très dur, on se concentre, on joue aux vidéos, on réduit notre pourcentage de glycogène du cerveau et ça nous fait sentir beaucoup plus fatigués. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, si vous allez vous entraîner, souvent vous vous sentez fatigué, mais c'est un effort perçu du cerveau. Donc vous n'êtes pas rempli de lactate dans les cuisses. C'est ça la différence. Vous partez, puis on se sent mieux. On revient, une chance que je suis allée, mais c'est la perception. Et c'est ça aussi mon livre, c'est comment entraîner aux perceptions, comment entraîner les perceptions de la fatigue, la perception de l'effort, la perception de la douleur. Parce que tout ça est centré sur le cerveau. Donc, si vous avez un mauvais mindset, vous avez une journée super difficile, votre effort. Et souvent aussi, c'est ça, c'est que des fois, il faut travailler beaucoup plus fort. Hi, Bill. Des fois, il faut travailler beaucoup plus. Est-ce que vous pouvez penser la dernière fois, pensez à un circuit, un sentier, ou si vous faites du vélo ou de la nage ou de la course à pied, que vous faites régulièrement. Mais des fois, vous allez le faire, puis c'est plus difficile. Hein? Des fois, c'est plus facile. Mais ça, c'est votre effort perçu. Des fois, c'est juste parce que votre mindset n'est pas là. Vous êtes découragé. Vous sentez que l'entraînement, vous prenez du poids, que l'entraînement, ça ne vaut pas la peine, ou vous en avez marre du travail, vous avez une confrontation avec votre partenaire. Votre effort perçu va monter. Mais c'est tout par rapport au cerveau. Encore, vous avez autant de pouvoir. Souvent, on est stressé avant une course, on sent « je suis nerveuse, je me suis pas assez entraînée », vous allez avoir une super de bonne course, c'est toutes des perceptions. Heureusement, on a une chance, c'est quand même, on sait que maintenant, parmi toutes les découvertes concernant les merveilles de la planète et toutes les inventions de l'homme, rien ne rivalise en complexité avec notre propre cerveau. Le cerveau humain se compose de 86 milliards de cellules, appelées neurones, des cellules qui transportent rapidement des informations sous la forme de pics de tension. Donc, on va parler de la neuroplasticité du cerveau. Hein. Donc, les neurones sont densément connectés les uns aux autres à travers des réseaux complexes et le nombre total de connexions entre ces neurones se compte en milliers de milliards. Vous pouvez, pour vous donner une idée, imaginer qu'il y a 20 fois plus de connexions dans 1 mm² de tissu cortical qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Si ces chiffres sont impressionnants, ce ne sont pas seulement eux qui rendent le cerveau intéressant, mais c'est aussi la façon dont tous les neurones interagissent. La neuroplasticité, le processus par lequel des neurones sont créés, se réorganisent et améliore l'efficacité de leur communication entre eux.
Elle s'opère chaque fois que vous faites un nouvel apprentissage, qu'il soit académique, créatif ou moteur. Notre machinerie n'est en effet pas entièrement préprogrammée, elle se façonne en interagissant avec notre environnement et nos expériences. À mesure que nous évoluons, nous réécrivons constamment les circuits de notre cerveau pour révéler nos défis, tirer parti des opportunités et comprendre les structures sociales qui nous entourent. Donc jusqu'à récemment, le terme mémoire musculaire décrivait généralement notre capacité à faire du vélo, du ski, à grimper ou à répéter d'autres tâches physiques courantes. Même si nous n'avons pas pédalé, skié ou grimpé depuis des années, nos corps s'en souviennent, mais ce type de mémoire, bien que réelle, n'est pas vraiment une mémoire musculaire. Non. Donc, pour comprendre un peu ce que Lorraine vient de dire, c'est que je parle beaucoup de neuroplasticité dans le livre. Parce que c'est comme l'évolution de l'entraînement. On pense beaucoup, tu sais, souvent on se dit, faites en rééducation par exemple, faites cet exercice-là, le muscle va se souvenir comment se contracter. C'est une isolation, on parcourir, le muscle ne comprend pas parce qu'il ne fait pas ça, donc il ne peut pas contracter. Mais au niveau des sports d'endurance et des sports de montagne, ce qui est vraiment important, c'est la technicité, c'est le niveau technique. Et même comme en course à pied, en ski, pour grimper, pour être fort techniquement, il faut se pratiquer. La raison pourquoi c'est difficile au début, si vous n'êtes pas un grimpeur, vous commencez à grimper, c'est que votre cerveau, j'essaie de trouver quelque chose à la maison, mais votre cerveau est comme, même à la fin de ma présentation, votre cerveau va être d'une forme différente. Le cerveau change toujours de forme, ok? Et on est fait de neurones. Et quand vous apprenez un nouveau sport, qui est technique, il y a des nouveaux neurones qui se créent pour activer la chaîne cinétique de ce mouvement-là. Donc, au début, c'est difficile, tu sais, qu'on apprend à skier, c'est difficile au début parce que le cerveau n'a pas de connexion. Fait que là, ce qui se passe, c'est que des nouvelles neurones se créent et après ça, ils apprennent, le cerveau apprend à se servir de ces neurones-là pour envoyer l'information aux muscles pour que cette chaîne cinétique-là, pour faire ce mouvement-là, pour skier de chaque côté, donc c'est toujours les mêmes neurones qui se connectent pour faire ce mouvement-là. Si vous ne pratiquez pas souvent, les neurones disparaissent parce qu'ils sont très égocentriques. Donc, si vous n'en servez pas, ils disparaissent. Si vous en servez, ils deviennent de plus en plus forts. Donc, c'est pour ça, techniquement, c'est important de pratiquer un sport. C'est comme, tu sais, pour apprendre, quand on apprend à jouer le piano, au début, c'est super difficile. Il faut lire, il faut regarder les doigts. Après ça, les neurones se forment. Après ça, on peut jouer sans regarder parce que le cerveau se rappelle. Il se rappelle quand les neurorécepteurs sont créés. Et au niveau du sport, ça, c'est super important. Souvent, ce qui se passe, pour ça que le cross-training ne fonctionne pas. Si on veut être un meilleur coureur, ce n'est pas en faisant du vélo. Si on veut apprendre le piano, ce n'est pas en jouant de la guitare. Donc, le plus important, c'est de faire la pratique du sport, mais aussi de pratiquer le niveau technique. Comme en course à pied, la cadence, c'est super difficile d'apprendre. Comme souvent, les gens vous disent « Ah, vous devez être avant-pied, toucher au sol avant-pied. » Moi, je ne parle pas d'avant-pied, je parle de cadence. Il faut avoir une cadence rapide. Souvent, les gens disent « Oui, mais Chloé, c'est difficile. » Oui, c'est difficile parce qu'il y a la raison. C'est parce que vous devez créer des neurones qui vont activer une chaîne cinétique, après ça, se rappeler du mouvement. Donc, c'est très, très important pour être un bon athlète. Puis quand je dis athlète, c'est de tous les niveaux. Okay? Que vous êtes débutant ou avancé, moi j'appelle ça un athlète, c'est que vous devez répéter un mouvement, mais vous devez aussi travailler la technique. Parce que si vous faites toujours un mauvais mouvement, le cerveau va se rappeler du mauvais mouvement et c'est là que vous vous blessez. Si vous faites un bon mouvement, vous répétez le bon mouvement, après ça vous faites le bon mouvement plus rapidement, là vous gagnez en forme physique. Donc tout ça est fait au niveau cérébral, au niveau de la neuroplasticité. Donc le cerveau va toujours changer de forme. Puis pour atteindre ce niveau-là, il faut répéter le mouvement au moins 4 fois par semaine. Donc souvent, quand vous lisez des articles, puis ils vous disent « Ah, vous pouvez juste vous entraîner 3 fois par semaine. » 3 fois par semaine, c'est assez pour maintenir. Mais pour vraiment améliorer un mouvement technique et améliorer la forme physique, il faut que le cerveau soit au moins activé 4 fois par semaine. Et ça, c'est pas juste aller s'entraîner. C'est aller s'entraîner, mais c'est faire des exercices techniques, c'est travailler la cadence, c'est faire des exercices rapides, c'est vraiment travailler le côté pratique de votre sport spécifique. Enfin, c'est vraiment le sujet du livre. Hein. Oui. C'est vraiment... Puis ce que je fais dans le livre, c'est que
je donne plein de stratégies, puis je donne énormément d'exemples d'athlètes avec qui je travaille, soit des Olympiens, des élites, ou certains d'entre vous assis sont dans mon livre. Comme ça, je mets beaucoup de théories en pratique. Comme ce que tu disais au début, c'est la mécanique du cerveau. Ce que je fais, c'est que je divise le cerveau en trois. On a trois cerveaux super importants. On a un colocataire, on a un professeur, puis on a notre ordinateur. Le colocataire, c'est votre mindset. Le colocataire, c'est une personne qui vit dans vous, c'est votre petite voix, qui aime vous dire, qui aime vous influencer, qui aime vous dire que vous n'êtes pas assez vite, que vous êtes découragé, que vous ne devriez pas aller vous entraîner, vous devriez rester couché. Et c'est la petite voix qui vous dit que vous êtes trop grosse, vous êtes trop mince, que vous n'êtes pas assez en forme. Et cette voix-là est très dominante. Fait que ça, c'est... Fait que quand je parle d'un mindset, d'une mentalité qui prend le dessus de forme physique, c'est le colocataire. On en a besoin du colocataire. On en a besoin. Mais il faut être ami avec eux. Le problème, c'est que le colocataire aime être arrogant. Ils aiment, tu sais, quand on commence une course, puis qu'il y a une personne en face de vous qui vous touche avec les bâtons. Puis quand on commence une compétition, c'est toujours l'enfer, hein? Il y a plein de monde, c'est frustrant et tout. La raison que vous avez le goût de donner un coup de pied à la personne en avant, c'est votre colocataire qui est très agressif. Puis vous avez le professeur. Le professeur, c'est le rationnel. Le professeur, c'est le côté du cerveau qui fait le pros and cons, comme on dit en anglais. On regarde le côté positif, le côté négatif. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le temps pour ça. Fait que souvent, le professeur est en arrière. Il dit, OK, j'écoute. Mais on devrait. Fait que des fois, tu sais, quand on pense, je vais acheter ce vélo-là, mais j'ai pas assez d'argent, mais je devrais quand même l'acheter. Ça, c'est le professeur puis le colocataire qui se parle. OK? Puis on a un ordinateur. L'ordinateur, c'est notre base de données. Ça, c'est tout ce que vous vivez. Ça, c'est qu'à chaque fois que vous avez une mauvaise expérience, une bonne expérience, c'est dans l'ordinateur. Puis il y a beaucoup de virus. Les virus, c'est... Tu sais, souvent, vous êtes dans une compétition, puis là, vous commencez à vous sentir... vous avez des problèmes digestifs. Puis vous vous rappelez, il y a 2 ans, vous n'avez pas fini une course parce que vous avez eu un gros problème digestif. Puis tout d'un coup, vous ressentez ce que vous avez vécu il y a 2 ans. Ça, c'est votre virus. Tu sais, des fois... On a vécu quelque chose quand on était jeune, quelque chose se passe, on a tout d'un coup ce sentiment-là. Ça, c'est des virus, c'est ce qui est dans... Puis le côté de notre cerveau qui est l'ordinateur, qui stocke toutes les données, tous vos entraînements, toutes vos répétitions, comment vous mangez, vos habitudes et tout, agit beaucoup plus rapidement que le colocataire et le professeur. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des tendances à avoir des mauvaises habitudes. C'est à cause de notre stockage de données. Ce que je fais dans le livre, c'est que je rentre l'athlète avec ces 3 cerveaux-là, puis je vous explique comment l'entraîner. C'est ça la grosse différence. On ne peut pas être fort ou faible mentalement. C'est plutôt qu'il faut être élastique mentalement. J'appelle ça l'élasticité mentale. Il faut apprendre à se pousser. Il faut réduire notre effort perçu. Il faut réduire notre résistance à la fatigue. Il faut augmenter notre résistance à la fatigue. Et tout ça se fait à l'entraînement. Puis en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne un mindset que notre colocataire va être assis sur sa chaise, il va nous regarder, mais il n'y aura plus de contrôle. Donc, quand on va, par exemple, vous sentez toujours très faible, puis pas en forme quand c'est temps de monter une pente raide. Okay? Il y a des gens qui peuvent... quand il fait super chaud, la pente est raide, encore une fois, je ne serai pas capable. Mais là, vous allez commencer à vous entraîner 2 fois par semaine à juste faire des montées puis des descentes. Vous allez commencer très court, après ça, vous allez aller plus haut, redescendre, plus haut, redescendre. Puis votre compète est la semaine prochaine. Fait qu'il y a des chances qu'il fasse super chaud. Fait que vous allez vous pousser à vous entraîner quand il fait chaud. Là, le mental, c'est pas pour s'acclimatiser. C'est que l'effort perçu quand il fait chaud est beaucoup plus élevé. Mais quand on se pratique à le faire, ça devient plus facile pour le cerveau parce que ça devient une habitude, on l'a déjà fait. Donc, quand la course va arriver, puis on monte, c'est comme si c'était 1 mois que je m'entraîne à la chaleur. Fait que je sais comment je vais me sentir dans une demi-heure, dans 40 minutes, dans 50 minutes. Donc, je vais ralentir ici, je vais pousser plus loin. Élastique, c'est savoir quand repousser et quand relâcher et quand foncer. Et ça, on fait ça à l'entraînement, vous comprenez? Parce que souvent, quand on regarde le côté juste technique du livre, je vous perdrai. Fait que c'est pour ça que j'ai introduit un côté qui est scientifique, mais après ça, on rentre en pratique.
puis il y a une évolution de chapitre à chapitre à chapitre à chapitre. Ce qui est très répétitif, c'est que je dis beaucoup, c'est que la répétition est très importante, puis il faut travailler fort. Pour réduire notre effort perçu, il faut travailler fort. Si vous poussez jamais, à chaque fois que vous vous poussez, l'effort perçu est là. Ah, je suis fatiguée, je vais arrêter. Mais si vous vous poussez, votre effort perçu descend. Plus votre effort perçu descend, plus vous vous approchez de votre plateau physiologique. Puis plus vous entraînez à vous pousser, votre mindset change. Parce que souvent, notre mindset aussi, c'est ça en sport, c'est que le mindset est parallèle à nos efforts. Comme vous connaissez Rafael Nadal? Oui. Oui, c'est un très bon exemple. Vous avez suivi le Roland Garros il y a 2 semaines? Ah oui. Oui. Donc, Rafael Nadal, très grand joueur de tennis, il a une blessure dégénérative au pied. Rafael Nadal s'entraîne depuis qu'il a 6 ans. Tout le monde disait dans les journaux, parce qu'il jouait, il gagnait, il a gagné le Roland Garros. Dans les journaux, c'était la force mentale de Nadal, la force mentale. Mais ça n'a rien à voir avec la force mentale. C'est comment il s'entraîne, à persévérer, à pousser. Sa perception de la douleur est tellement basse qu'il peut pousser beaucoup plus que la moyenne parce qu'il s'entraîne de cette façon-là. C'est ça la différence avec des grands champions, c'est que c'est pas plus facile pour eux, c'est juste qu'à s'entraîner dans l'inconfortable, c'est pas juste sortir à chaque matin pour aller s'entraîner, je suis censée faire cet entraînement intensif-là, même si je me sens pas bien, je vais faire cet entraînement de cette façon-là. Même si j'ai eu une mauvaise journée, je vais aller faire ma course de 2 heures ce soir. Je vais pas ralentir parce que je suis fatiguée mentalement, vous comprenez? Donc, la force mentale que vous voyez de grands athlètes, c'est qu'ils persévèrent, ils poussent, puis ils ont une résistance à la fatigue beaucoup plus élevée avec une perception d'effort et de la douleur beaucoup plus basse. Donc, ils poussent beaucoup plus, ils n'ont pas plus d'accumulation de lactate. C'est comme quand vous regardez les premiers coureurs du marathon du Mont-Blanc, notre perception, c'est « Wow, ils courent tellement vite » pour vous, parce que c'est votre perception. Mais pour eux, ils courent submaximal, ils n'ont pas de lactate dans les jambes, ils sont juste fatigués parce qu'ils viennent de courir 42 km. Mais quand on traverse la ligne d'arrivée, est-ce qu'on s'effondre puis on s'en va à l'hôpital pendant 2 semaines? Non, parce qu'on a énormément de réserves. Puis ce que j'essaie de faire avec le livre, c'est de vous donner un potentiel que vous réalisez, pas nécessairement que vous avez. Parce que quand on s'entraîne à travailler nos efforts, puis à travailler la résistance à la fatigue, on découvre un nouveau potentiel, même sans changer pas grand-chose de nos entraînements. Et ça, on peut amener ça dans la vie aussi. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont le cancer, sont en récession. Comme moi, j'ai environ 70% de capacité de mes poumons à cause d'une maladie que j'ai depuis que je suis jeune. On apprend à se servir de ce qu'on a au lieu de regarder ce qu'on n'a pas. Puis vous, faites la même chose. Souvent, on dit « Ah oui, mais moi, je suis pas comme ça. » Souvent, les gens disent « Ah, mais toi, t'es talentueuse. » Non, je suis pas talentueuse. Quand j'étais jeune, je veux dire, je fallait que je travaille fort pour, j'étais faible au ballet, j'étais la plus faible, probablement, je n'étais pas capable, j'étais celle qui pouvait garder la jambe de moins longtemps en grand plié, ça vient avec le travail, c'est pas le talent. Puis regardez, c'est ça, regardez ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'avez pas. Puis en travaillant là-dessus, en travaillant sur vos efforts, c'est comme ça qu'on découvre notre potentiel. C'est pas que vous repoussez vos limites, vous ne serez jamais à vos limites. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Sans limites ». C'est parce qu'on n'a pas de limites, et même les meilleurs au monde, c'est très rare, parce que souvent, ils vont se blesser. Et souvent, c'est le mindset. Tu sais, quand on regarde les Olympiques, je vais vous donner un exemple. Excuse-moi. Hein? Oh non, mais vas-y, c'est okay. très bien. OK. Maman, excuse-moi. Tu sais, quand on regarde les Olympiques, puis on regarde les coureurs, puis là, il y en a 3, 4, sont devant, ils vont, puis là, il va gagner. Puis là, tout d'un coup, il y en a un qui lâche. Hein? Pourquoi qu'il lâche? Parce qu'il est proche de l'arrivée, et puis il lâche trop tôt, non? Mais la raison... Je sais pas. Quand on relâche, c'est ça aussi, c'est qu'il y a 2 choses qui se passent. C'est que ça revient au début, à notre motivation, c'est que sa motivation n'est pas assez forte pour travailler l'effort. L'effort est tellement intense, mais quand on sait qu'on veut gagner la médaille d'or, ceux qui ont travaillé cette intensité-là à l'entraînement vont plus avoir de chances de garder l'intensité qui est très difficile. Ils ont du lactate dans les jambes, la fatigue est horrible, la douleur est horrible, mais ils continuent.
Et ceux qui relâchent, c'est le mindset, souvent c'est « Ah, je ne gagnerai pas, fait que je suis bien de relâcher ». Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus faible physiquement. Vous comprenez? Donc souvent, c'est ça qui se passe aussi, c'est que les gens relâchent. Tous les gens du TMB, la moitié des gens qui s'inscrivent à l'UTMB qui ne le finissent pas, c'est consciemment, ils décident de lâcher. C'est pas physique. Mais tous les entraînements, tous les magazines, puis tous les livres, tout ce qu'on vous dit, c'est d'entraîner vos fréquences cardiaques, entraîner vos seuils anaérobiques et anaérobiques. C'est toutes des données physiologiques. Mais on ne vous dit jamais, très rarement, comment entraîner vos efforts perçus, comment entraîner vos efforts. Il y a l'effort mental et l'effort physique. L'effort mental, c'est là que la fatigue cérébrale arrive. C'est la plus grosse cause de DNF dans les sports d'endurance. C'est que les gens sont fatigués et décident de lâcher. Mais c'est une fatigue mentale et non une fatigue physique. Mais quand on s'entraîne de la propre façon, c'est plus facile de repousser parce qu'on a fait ça à l'entraînement. Un effort physique, c'est physique. Fait que physique dur, c'est quand on sent vraiment qu'il y a du lactate, tu sais, l'intensité, on a du lactate, on est fatigué, notre cœur est à 180. Ça, c'est un effort dur, difficile. Mais un effort intense, c'est tout au niveau du mindset. Fait que des fois, on n'est même pas, votre cœur peut être à 140, vous n'avez pas encore de lactate, mais vous vous sentez stressé. Je ne serai jamais capable de finir ça. Une personne vient vous passer. Ah non, je ralentis. Hein? Toutes les pensées que vous avez, soit pendant l'entraînement ou la compétition, souvent c'est ça, c'est trop intense pour vous, fait que vous décidez de lâcher. Donc ça, boulot, c'est... Hein? Ouais, fait que ça, c'est... Oh là là! C'est dur, hein? Ce qu'on fait ce soir aussi, c'est difficile, c'est qu'on essaie d'expliquer, tu sais, elle essaie de lire des sections, j'essaie de vous l'expliquer. Il faut vraiment le lire au complet pour comprendre tout. Mais ce que je pousse vraiment, c'est ça, c'est que votre potentiel, c'est vraiment apprendre à repousser vos efforts et non vos limites. J'ai mis sur les réseaux sociaux hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis Usain Bolt, tout le monde connaît Usain Bolt? Oui. Ouais. Donc pourquoi? Parce que c'est le meilleur exemple. Pourquoi vous pensez qu'il était le meilleur au monde? C'était quoi sa qualité? Sa qualité physique. Grand, puissant, quoi d'autre? Résistant, il est véloce. Résistant, il est véloce. Il a la volonté. Volonté. Comme d'habitude, les gens disent parce qu'il est plus vite au monde. Parce qu'il est très vite, quoi d'autre? Rapide au monde. En même temps, il s'est énormément entraîné. Il s'est énormément entraîné. Il a du talent. Ouais. Regardez ça. Ben, premièrement, c'est ça qui est important, puis j'en parle beaucoup dans le livre, c'est qu'Usain Bolt n'avait pas beaucoup de talent, puis il y a une grosse scoliose dans le dos. Fait que même au niveau de son physique était parfait pour être le plus rapide au monde. Mais c'est comme ça aussi avec l'entraînement, travailler dur. Mais ce que je veux amener ici, c'est que mon travail est beaucoup là-dedans aussi, c'est la mécanique, comprendre le sport, comprendre la mécanique, autant de blessures que la mécanique pour performer avec des stratégies. Mais ce que Usain Bolt avait, c'est que Usain Bolt était le sprinter qui ralentissait le moins. Donc, dans un sprint de 100 mètres, on n'accumule pas de lactate. Aux Olympiques, aux championnats du monde, quand les sprinteurs finissent le 100 mètres, c'est la seule épreuve olympique que tu accumules pas de lactate. C'est pas assez long. Donc, mais l'affaire qu'il y a, c'est que les sprinteurs s'entraînent à s'entraîner le plus vite possible. Le 100 mètres, c'est qui est le plus vite. Mais Usain Bolt, il y a un super de bon entraîneur aussi, c'est que lui a trouvé une vitesse maximale qu'il pouvait garder le plus longtemps possible. Puis après ça, il a commencé à ralentir. Parce qu'écoutez ça, toutes les compétitions de 100 mètres, les coureurs commencent à 100 mètres. Les coureurs, d'habitude, commencent à ralentir vers 40-50 mètres. Ils ne peuvent pas maintenir. Mais est-ce que si vous regardez des vidéos, vous voyez que Usain Bolt, il dépassait toujours tout le monde, hein, la dernière partie? Parce que c'est lui qui ralentissait le moins à partir de 60 mètres jusqu'à 100 mètres. Parce qu'il avait trouvé une vitesse de pointe qui lui permettait de moins ralentir. Les autres avaient une vitesse souvent la même que lui, ou des fois avant lui, mais après ça, lui avait plus d'énergie pour continuer. Fait que ça, c'est comment on peut manipuler les efforts, même en stratégie. Puis je parle beaucoup de stratégie.
Tu sais, c'est comme à un moment donné, il y a une fille ici à Chamonix qui a dit « Ah, je fais le 70 km en Italie, mais tu sais, à chaque fois que je finis mes courses, je sens que j'ai toujours de l'énergie, mais durant la course, je sens que j'ai pas d'énergie. » Fait que j'ai donné comme conseil, ben commence la course très lentement, le premier tiers. Après ça, accélère un peu si tu peux, mais réserve ton énergie dans les montées, va un peu plus vite sur le plat. Puis dans les descentes, quand tu arrives sur le plat, tu vas voir que tu as de l'énergie, tu as tendance à aller plus lentement, mais là, pousse un peu. Puis plus les kilomètres à la fin, plus tu approches de la ligne d'arrivée, essaye d'aller un peu plus rapidement. Elle m'a appelé tout de suite à la ligne d'arrivée, puis c'est pas une fille super en forme. Puis elle m'a dit ça a marché, c'était incroyable comment j'avais de l'énergie. À la fin, elle était fatiguée, mais la raison, c'est qu'elle a mis une stratégie de vitesse pour ses efforts. Et c'est ça que les 100 mètres, puis Bolt était très bon dans 200 mètres. 200 mètres, il savait exactement, comme quand... Allez sur YouTube ce soir, puis regardez ses compétitions. Regardez-le courir, vous allez voir exactement. Et c'est la même chose dans tous les compètes. La seule fois qu'on ne voit pas ça, c'est dans les ultras. Le sport le moins scientifique en ce moment et le plus généralisé, c'est le trail. En course à pied, on travaille beaucoup là-dessus. Les marathons, les demi-marathons. En vélo, c'est pareil, c'est très scientifique. Mais en trail, c'est comme on vous dit, allez courir, vous faites un 100 km, entraînez-vous 100 km par semaine. Non. Premièrement, on a tous des seuils différents. Quand j'étais allée au marathon des Sables, je m'entraînais juste 80 km par semaine parce que j'étais en médecine, je travaillais pour payer mes études. Je ne pouvais pas m'entraîner 200 km par semaine. Fait que c'est ça aussi, c'est qu'on a tout notre propre niveau. Mais ce qui est intéressant du corps humain, c'est qu'on n'a pas besoin de technologie. Et c'est la raison pourquoi j'ai écrit ce livre-là, c'est que vous avez tellement de potentiel. Puis quand on découvre comment se servir de ce qu'on a, ben c'est là qu'on se libère. C'est pas une force mentale ou physique, c'est vraiment apprendre ce qui se passe dans notre corps. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je me sens comme ça? Ah oui, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Ah oui. Fait que ce que je fais, c'est que je vous fais penser, je vous fais écrire, je vous donne des stratégies, je vous donne beaucoup d'exemples, comme ça c'est inspirant, c'est motivant. Puis quand je finis le livre, ce que je dis vraiment, c'est que dépensez pas beaucoup d'argent dans la technologie, parce que les technologies, puis j'en parle, les technologies vous blessent. Comme les souliers de carbone, il y a beaucoup de technologies que ça vous donne des données, mais ça ne vous donne pas de la forme physique. Tu sais, l'autre jour, je suis avec une copine, puis elle avait sa petite patch de glucose, puis elle était toute fière, mais je dis oui, mais ça fait pas, ça te donne pas de la forme physique, juste savoir ton glucose. T'sais, moi, je le sens. T'sais, si je manque de glucose, j'en ai besoin de plus. Fait que soyez pas intimidés si vous n'avez pas les derniers souliers, si vous n'avez pas le plus gros, le vélo le plus léger. Mais ce qui est important, par exemple, c'est de progresser, de toujours sentir que vous progressez. Puis, c'est un peu ce que je fais dans le livre. S'il y a des gens qui ont des questions... Est-ce qu'on vous a perdu un peu ou ça fait... Non, mais peut-être si vous avez des questions, parce que là, elle est partie en... Elle est sans limite, cette fille, donc on va... Ce qui est difficile, c'est que c'est ça, on ne peut pas compartimenter. Oui, c'est de compartimenter, c'est compliqué. Ouais. Mais ce qui serait bien en ce moment, c'est en tout cas, ça nous laisse plein d'espoir. Ben oui. On se dit, waouh! Mais l'affaire c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous, comme Bill, qui est dans mon livre, je l'ai donné comme exemple, il y en a d'entre vous qui font mon vertical. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que vous avez senti... juste avec les techniques ou ce que je vous enseigne, en une semaine, en 2 semaines, comme madame, avec mes exercices, déjà après une semaine, vous avez senti une différence. C'est que si vous ne sentez pas de la progression avec votre programme d'entraînement ou avec vos exercices de rééducation ou même avec l'équipement que vous avez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous devriez toujours vous sentir progresser, même si des fois on progresse moins, mais on devrait avoir des résultats. C'est pas normal si vous entraînez depuis 6, 8 ou 12 mois puis vous ne voyez pas des résultats. Il faut vraiment travailler la technique, il faut travailler la répétition, il faut travailler l'endurance, il faut travailler l'intensité. Il faut faire, même si vous entraînez pour un 100 km, il faut faire des sprints. C'est tout ça que j'applique. Mais ce qui serait bien en ce moment, c'est que même si vous avez des questions au niveau de votre entraînement ou comment vous ressentez ou quoi que ce soit, je pense que ce serait bien de finir comme ça, que vous me demandez des questions. Ou si vous doutez de quelque chose. Ou une idée reçue, il y a tellement d'idées fausses en ce moment. En fait, c'est différent de la confiance en soi. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Oui, c'est du travail, en fait, avant tout. Oui, ben c'est ça. Moi, je crois à la confiance. Merci d'avoir dit ça, puis j'en parle beaucoup dans le livre. C'est que le plus important, c'est pas la force mentale. C'est que moi, je dis, quand on s'entraîne bien, on travaille des compétences.
Puis plus qu'on a de compétences, plus ça nous donne la confiance. Comme moi, j'ai jamais dû croire en moi. Moi, souvent, quand j'ai commencé à faire des compétitions, j'avais même peur. Ah, j'allais faire un 40 km en montagne, 3000 mètres de dénivelé. Tu sais, ça me faisait peur au début. Là, je vois les gens qui s'entraînent presque pas, qui sont faire le 160 km du Mont Blanc. Tu sais, je comprends pas. Mais c'est ça, quand on travaille fort, plus qu'on a de compétences, plus qu'on évolue, plus qu'on se sent fort, ben moi, je sais que je me sens bien dans ma peau. Quand je suis malade, je me sens pas bien, je me sens moins en confiance. Puis c'est ça l'élasticité mentale, c'est des fois on se sent mieux, des fois on se sent pas bien. En montant, des fois on se sent bien. La mauvaise température rentre, il faut rebousser, fait qu'il faut savoir retenir aussi. Mais la réalité, c'est que plus vous allez progresser, plus vous allez avoir de la confiance en vous. Est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez... Puis la confiance, c'est ça s'achète pas. Puis on n'a pas ça avec un vélo super rigide, des skis super dispendieux ou des souliers de carbone. C'est qu'on a ça en s'entraînant fort, en voyant notre temps descendre, en récupérant rapidement, en ayant de l'énergie pour jouer avec les enfants, puis inspirer les personnes proches de nous. Ils commencent à s'entraîner. Ça, c'est de la confiance. Mais la confiance vient avec des compétences techniques et physiques. Et c'est là aussi que le mindset commence à changer. Et c'est là où ça redonne de l'espoir aussi, c'est que il faut arrêter de se classer dans des catégories en disant effectivement moi je suis pas capable de, ou il est plus fort que moi, elle est plus rapide que moi. Alors sans nous mettre sur un pied d'égalité, mais on part quelque part avec les mêmes chances. On a des différences physiques. Oui, et la prochaine fois... Mais ça veut dire que ça laisse quand même une marge de progression sans se diminuer physiquement en disant... il est meilleur ou elle est meilleure que moi. Ça, c'est votre colocataire. Fait qu'à chaque fois que vous allez des pensées comme ça, dire ça, c'est mon colocataire. Fait que je vais l'enfermer dans la chambre puis je ne l'écouterai pas. Il est toujours là. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Mais des fois, ça vaut la peine parce que des fois, si on entend quelqu'un crier dehors qui est en dessous d'une voiture, votre colocataire va vous donner de l'énergie pour soulever la voiture. Ça, c'est physique. Ça vous prouve que vous avez un plateau physiologique. C'est ça aussi. C'est pas juste une magie, c'est qu'on a cette force-là. C'est juste qu'on s'en sert pas. Puis ce qui se passe aussi, c'est, tu sais, avant une course, on est nerveuse. On n'est pas sûr si on est bien entraîné. C'est là qu'il faut se dire, oui, mais ça, le colocataire n'est pas réel. Le colocataire, tout ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut vous descendre. Il veut vous manipuler, il veut vous dire que vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça, mais ce n'est pas réel. C'est une petite voix, mais c'est pour ça que moi, je l'appelle le colocataire parce qu'il va toujours vivre avec vous, il va toujours être là. Mais vous pouvez apprendre à lui dire, restez de côté. Comme moi, souvent, tu sais, quand je m'entraîne, puis ce que je partage aussi dans le livre, c'est que ça fait, je veux dire, c'est scientifique, c'est mon travail, tu sais, mais je suis athlète moi aussi et je donne mes exemples parce que même inconsciemment, avant que j'aie toute la notion, c'est un peu comment je m'entraînais. Puis souvent, ce qui se passait, c'est que plus les conditions météorologiques étaient pour être difficiles pour une compétition, plus je m'entraînais dans ces conditions-là. Parce que moi, je me disais, sans y penser, dans le fond, ce que je disais, c'est que mon colocataire ne me dira pas qu'il fait super froid. Ça fait 2-3 mois que je m'entraîne à moins 40. Fait que je sais exactement comment je vais me sentir. Fait que dans la compétition, quand j'étais en vélo à moins 40, je me disais, je vais me sentir mieux dans 2 heures. Je savais comment j'étais pour me sentir. Fait que c'est comme ça aussi, en s'entraînant de façon difficile, on s'habitue à mettre le colocataire de côté. Puis une chose que je fais beaucoup, surtout en montagne, tu sais, on est en montagne, c'est des longues journées, tu sais, des fois on est fatigué, des fois on se sent moins bien, des fois on a le goût de retourner, puis on sent la fatigue. Cette fatigue-là, on la ressent plus en montagne. C'est une fatigue, les jambes ne sont pas toujours là. Fait que souvent, moi, je dis « Hey, fatigue », je parle à mon colocataire, mais dans ma tête, ça me met le sourire, je dis « Hey, fatigue, je n'ai pas terminé. Ce soir, on va dormir, fait que tu peux rester qu'on va dormir, mais je te mets de côté parce que je sais que puis là, je commence à pousser un peu plus, puis je me sens mieux. Fait que une bonne chose, c'est que la minute que vous commencez à vous sentir insécure, dites que c'est votre colocataire. Puis moi, je crois pas, on ne doit pas se parler, c'est plutôt le contraire. C'est qu'on doit se focaliser sur ce qu'on fait. Focalisez-vous sur, je vais améliorer ma technique, je vais être plus léger au sol, je vais dépenser moins d'énergie, je vais boire avant d'avoir soif, je vais manger avant d'avoir faim. Il y a une grosse montée, il fait chaud. OK, je vais mettre ma casquette. Vous concentrez toujours sur ce que vous devez faire. Comme ça, on oublie de penser à ce qu'on pense. Puis, prenez la théorie du « à chaque fois que vous sentez bien,
poussez pas trop fort parce que très bientôt, vous n'allez pas vous sentir bien. Quand vous allez vous sentir pas bien, très bientôt, vous allez vous sentir bien. Fait que c'est ça qui est important aussi, c'est un autre côté de la système mental. Mais le plus important, c'est que plus vous allez pratiquer, si vous êtes intéressé au matériel, puis vous lisez le livre, vous allez avoir énormément d'outils pour être capable de faire ça, de mettre le colocataire de côté, puis de ne pas évaluer à quoi vous pensez. Ça, c'est le pire. Le pire. Mais ce qui est bien à faire, c'est quand vous revenez d'une compète, regardez qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui que je dois continuer à faire, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi je l'ai pas bien fait, qu'est-ce que je devrais améliorer, est-ce que c'est mon hydratation, est-ce que c'est mon rythme, est-ce que c'est ma stratégie, puis vous continuez à travailler là-dessus, puis après ça, vous continuez. Il ne faut pas trop penser. Si on pense trop, ben là, vous perdez énormément d'énergie. Il faut contrôler les pensées, quoi. Oui, puis ce qui est important aussi, c'est ça, c'est de réaliser qu'en sport, parce que je ne suis pas une psychologue humaine, puis ici, on ne parle pas de santé mentale, c'est du self-talk, on fait ça dans la santé mentale, on ne fait pas ça avec des sportifs, c'est plutôt le contraire, c'est qu'on veut vraiment, éliminer des pensées, on veut éliminer les pensées puis rester focalisé sur ce qu'on fait. Oui, les parasites. Sur les stratégies, votre stratégie. Puis la dernière partie, moi je l'aime beaucoup la dernière partie parce que c'est ça, je vous dis exactement les stratégies à vraiment focaliser. Puis ça, on ne lit pas dans les magazines, on n'a pas ça dans les livres. Puis souvent, juste savoir à quoi focaliser pour une compétition, une expédition, des fois ça enlève énormément de pensées parasites. Fait que garder un bon mindset. Ben, merci. Mais alors donc avec la lecture de Sans Limites, on n'aura plus aucune excuse. Si oui, on vous en avez toujours. C'est ça que je dis, c'est normal. Hein? Tu sais, quand vous ne vous sentez pas bien, c'est normal. Hein? Je veux dire, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter de parler. Moi, je veux bien. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez que pour progresser dans un sport, il fallait s'entraîner plus de 3 fois par semaine. De répéter, etc. Mais du coup, dans les sports où du coup on est sur du triple effort ou du double effort comme le triathlon ou les aquathlons, etc., c'est difficile de s'entraîner dans chaque sport plus de 3 fois par semaine. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas progresser dans les 3 sports en même temps pour vous Non, vous pouvez, puis j'ai une section sur le triathlon, vous allez aimer dans le livre. Ouais. Ça tombe bien. Parce que c'est ça, j'ai essayé de toucher à tout. Hein. Je parle des montagnes, vélo. Le triathlon, ce qui est important, c'est de ne pas passer plus de temps dans votre sport qui est le plus faible. Fait que ce qui est important, c'est de bien diviser les 3. Puis, mais vous devez quand même mettre le volume. Tu sais, c'est ça, c'est s'entraîner pour des Ironman, c'est presque impossible d'avoir un emploi à temps plein. Hein. Est-ce que vous faites olympique ou Ironman? Alpha Ironman pour l'instant. Alpha Ironman. Ce qui est bon, c'est d'avoir des cycles de 2 semaines, puis vous alternez. Comme une semaine, vous faites plus de vélo de course, la semaine après, vous faites plus de vélo-nage, après ça, nage et course. Ça fait qu'il y a une évolution. Ça, c'est super important. Puis, gardez le week-end pour 2 grosses sorties. Puis, travaillez vraiment, courir après nager. Et, c'est courir après. Cycliste après nager, courir. Fait que vous pouvez nager première chose le matin, mais le reste, des fois je dis faites moins de volume, mais faites beaucoup enchaînement. Comment on dit ça l'enchaînement en français, c'est ça, enchaînement. C'est le plus important. Ouais. Mais ce qui est très important, c'est que, des fois, souvent dans les livres, on vous dit, même je vois dans les magazines, ils vous donnent des programmes d'entraînement, mais ils vous disent toujours de faire du cross-training. Pourquoi? Si vous voulez être bon coureur, il faut courir. Comme moi, j'ai fait de la compétition de vélo et de la course à pied. De vélo, j'en ai fait pendant 10 ans, puis j'étais quand même coureuse. Il fallait que je fasse autant de course à pied. Puis de vélo, c'est encore, si on veut apprendre à jouer de la guitare, on ne fait pas du cross-training en jouant du piano pour être mis aux guitares. C'est la chaîne cinétique, c'est les mouvements spécifiques. On sert des mollets différemment. De la course, du vélo et tout. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le temps dedans. Malheureusement, dans mon livre, je vous dis qu'il faut travailler. Je ne donne pas de... C'est un peu la recette, hein? Oui, c'est pour ça que je ne suis pas populaire. Répétition, travail, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le droit de récupérer des fois. Ah oui, j'en parle beaucoup aussi. Non, ça c'est, il y a une grosse partie sur l'insécurité de l'athlète, c'est le surentraînement. Fait que je parle beaucoup de ça aussi.
Pas d'excès. Ah non. Non, puis de toute façon, la récupération, c'est le plus important. C'est pour ça, mon livre, c'est surtout sur la qualité, c'est pas sur la quantité. C'est la qualité de l'entraînement. Et même, il y a beaucoup d'athlètes, comme l'année passée, j'ai travaillé avec Molly Seabell, qui a gagné la médaille de bronze aux Olympiques au marathon chez les femmes. Puis elle a un entraîneur. 6 mois avant les Olympiques, son entraîneur m'a appelé. C'est beaucoup mon travail que je fais. Elle avait un problème à la hanche, elle ne pouvait pas faire le volume et tout. Fait que quand je l'ai rencontrée, quand on a discuté, je me rendais compte que ce qui lui manquait le plus, c'est de la récupération. Elle avait un bon entraîneur, mais des fois, on est tellement dedans. Fait que j'ai coupé tout son volume. On a juste fait de l'intensité. Puis sa hanche a super bien été. On n'a pas eu de douleur. Puis son temps, c'était son 2e marathon en compétition. Puis elle a gagné la médaille de bronze. Donc, moi, j'ai changé à peu près pendant 3 mois. Fait qu'on a travaillé, on a amélioré sa vitesse en 3 mois pour un marathon. Mais ça, c'est en enlevant tout le volume d'extra. Puis avant, on faisait de 2 à 3 entraînements par jour, parfois 6 jours par semaine. Puis on a énormément changé aussi sa nutrition pour qu'elle ait plus de récupération. Fait que souvent, les exemples, c'est ça que je mets aussi, c'est que j'enlève le volume, j'enlève tout l'excès. Puis je parle beaucoup de minimalisme, c'est trouver le max, comment optimiser votre entraînement avec le moins possible. Vous en parliez beaucoup dans votre premier livre. Ouais. C'était très intéressant. Ouais. Ouais. Pour l'entraînement mental, c'est la même chose que vous avez dit de l'entraînement physique. Le cross-train, c'est pas utile. La plupart est spécifique pour l'entraînement mental, la plupart est spécifique pour le sport. C'est avec l'entraînement de la Oui, mais sport? c'est spécifique à l'environnement. Oui, ok. C'est à l'environnement. Tous les sports de montagne, les sports, tu sais, les coureurs de Tour de France, il faut qu'ils s'entraînent à faire des grandes montées, des grandes traverses, tu sais, à la chaleur, tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on développe un mindset spécifique. Fait que l'environnement est excessivement important. C'est pas en s'entraînant, tu sais, comme quand je faisais de la course de vélo l'hiver, je m'entraînais pas sur mon turbo trainer, je m'entraînais dehors parce que j'aurais pu faire 2 fois plus d'entraînement à l'intérieur, mais j'aurais pas eu le fitness puis le mindset pour ce qui se passait à l'extérieur. Le cross-training, ce que je dis pour que vous compreniez vraiment, comme moi, j'ai toujours fait plusieurs sports, mais comme je fais du ski rando, du skating, parce que j'aime tout ça, c'est pas pour faire du cross-training pour la course à pied. Fait que ce qui est important, c'est que si vous voulez faire un sport et être mieux, vous devez vraiment focaliser là-dessus. Mais c'est très important de faire d'autres sports aussi pour plusieurs raisons, mais c'est pas comme Seb, tu sais, quand toutes les années là que tu fais du vélo, tu as vu que tu fais beaucoup moins de ski que tu en faisais avant, mais tu es beaucoup plus fort en vélo, tu sais, c'est ça qui est cool, dans le fond, il faut... La seule chose, c'est que des fois, ça vaut la peine pour un an. Tu sais, si vous avez un objectif, lisez mon livre, vous avez un objectif, OK, je vais essayer pendant un an de m'entraîner un peu plus, de faire plus ça. Je vais garder ça, mais je vais en faire un petit peu moins, puis vous allez sentir la différence. On ne peut pas tout faire. Même si on vous dit oui, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, merci. 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 Si vous lisez le livre, si vous achetez le Ouais. livre et vous lisez le livre, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que j'aime bien avoir du feedback. Ça fait 2 semaines que les journalistes ont le livre, beaucoup de mes amis, j'adore avoir des retours. Donc, sentez-vous confortable, même je peux prendre des critiques. Donc, mais j'aime savoir si ça vous a aidé, inspiré, qu'est-ce que vous avez changé, blablabla, si vous avez des questions. Et puis par chance, si vous l'achetez aujourd'hui, vous avez même une dédicace pour le même prix. Puis j'ai amené des gens. Oui, bien sûr. Non, je charge 10 € de plus. Fait que merci d'être venu. Eh ben, merci à toi, Chloé. Et maintenant,